Les lustres en cristal du gala de Vanguard Technology projetaient une lumière prismatique sur 500 visages, mais aucun ne brillait plus que celui de Rebecca Morrison. Cette femme que tous les cadres prenaient pour la simple épouse trophée de Jacob Morrison, ignorant qu'elle était la propriétaire secrète de la multinationale technologique de 5 000 milliards de dollars pour laquelle il travaillait. Elle se tenait près de la fontaine de champagne, vêtue de sa robe émeraude, observant son mari, après 8 ans de mariage, serrer une enveloppe craft à sans blanchir les jointures. Elle était loin de se douter que ces papiers allaient anéantir la vie soigneusement construite dans l'ombre. La secrétaire de Jacob, Amanda Pierce, s'accrochait à son bras avec une intimité feinte. Sa robe rouge, une déclaration de guerre que Rebecca ignorait, mais le champ de bataille avait été choisi sans son consentement. L'enveloppe sortit de la poche de la veste de Jacob tandis qu'il s'approchait de sa femme, le visage impassible, figé par une résolution feinte. Mais il ne voyait pas l'empire qui s'effondrait sous ses pieds à chaque pas. Il lui tendit les papiers du divorce lors du gala de l'entreprise pour qu'elle épouse sa secrétaire. Ces mots, tels des balles visant son cœur, la transperçaient. Mais il ne comprenait pas que la cible portait une couronne invisible à ses yeux ambitieux. Les doigts de Rebecca tremblaient en acceptant les documents, son esprit s'emballant, imaginant tous les scénarios et leurs conséquences, mais une question brûlait plus intensément que son humiliation. Que ferait-elle de ce pouvoir qu'il ignorait posséder? Révélerait-elle la vérité ce soir-là même, brisant sa carrière sous les yeux de ses collègues qu'il avait passé des années à impressionner, au risque de dévoiler le secret qui avait protégé son entreprise pendant une décennie? Pourrait-elle le regarder partir avec la femme qui avait comploté pour prendre sa place, tout en préservant l'anonymat qui avait permis à Vanguard Technology de prospérer sans l'attention que son genre aurait suscité? Choisirait-elle une vengeance rapide et publique, ou orchestrerait-elle quelque chose de bien plus dévastateur, mais d'infiniment plus précis? Rebecca Morrison avait appris l'art de l'invisibilité, elle la maîtrisait bien avant de devenir milliardaire. Debout dans la grande salle de bal de l'hôtel Northbrook, elle incarnait parfaitement cet article. Mais tous les cadres présents se seraient évanouis s'ils avaient connu la vérité. Sa robe Valentino émeraude, achetée avec ses propres deniers, provenant d'un compte dont Jacob ignorait tout, épousait ses courbes avec une élégante simplicité, mais elle l'avait choisie précisément pour se fondre dans le décor des démonstrations plus extravagantes. La robe rouge d'Amanda Pierce, par exemple, attirait tous les regards à 3 tables de là. Mais Rebecca n'avait jamais eu besoin de crier. Elle avait appris à chuchoter et à observer le monde se pencher pour l'écouter. La soirée célébrait la dernière avancée majeure de Vanguard Technology, une puce d'informatique quantique qui allait révolutionner l'intelligence artificielle. Mais Rebecca n'éprouvait aucune fierté pour cette réussite qu'elle avait financée de ses propres mains. Jacob, au bar, riait avec ses collègues du service marketing, mais son regard se posait sans cesse sur Amanda, empli de la convoitise d'un homme qui se croyait digne de plus. Plus de beauté, plus de jeunesse, plus d'admiration, mais jamais plus de responsabilité que celle que lui offrait son confortable poste de directeur marketing. Il ignorait l'existence de ce poste, car sa femme l'avait créé pour lui 7 ans auparavant. « Madame Morrison, vous êtes rayonnante ce soir », dit Gerald Patterson, PDG de Vanguard, un homme qui rendait compte directement à la mystérieuse Shell Corporation, véritable propriétaire de son entreprise, mais qui croyait être sous les ordres d'un magnate de la technologie reclus du nom de R.M. Sutton. « Votre mari doit être si fier de l'annonce de ce soir. » Rebecca esquissa un sourire d'une chaleur calculée, mais son esprit percevait l'ironie de ses paroles. La contribution de Jacob à l'équipe marketing a été précieuse, dit-elle, chaque mot étant techniquement vrai, mais sonnant creux. Gerald acquiesça avec enthousiasme, puis passa à des invités plus importants, des sénateurs, des investisseurs en capital risque, des journalistes spécialisés en technologie, capables d'amplifier le succès de Vanguard, mais qui n'auraient jamais su qu'ils amplifiaient en réalité sa vision. Rebecca avait orchestré cette soirée dans les moindres détails. Du menu à la liste des invités, en passant par l'éclairage qui donnait aux puces quantiques l'apparence d'étoiles capturées, elle ne voulait aucun mérite. Mais elle n'en retirait aucun. Reconnaissance signifiait examen minutieux. Et examen minutieux signifiait question auxquelles elle n'était pas prête à répondre. Son téléphone vibra dans sa pochette. Un message de Thomas Wu, son véritable avocat. Pas celui qui l'aiderait un jour à divorcer, mais celui qui l'avait aidé à bâtir le rempart juridique protégeant son identité. Le message était bref. Le cours de l'action a bondi de 47% suite à l'annonce.
Votre fortune vient d'augmenter de 340 milliards de dollars. Félicitations, patronne. Elle l'effaça aussitôt, mais s'accorda 3 secondes de satisfaction avant de reprendre son expression neutre. De l'autre côté de la salle de bal, Jacob passait à l'action, mais Rebecca ne s'en rendait pas encore compte. Il s'était excusé auprès de ses collègues en plaisantant sur son besoin de se donner du courage, mais l'enveloppe dans la poche intérieure de sa veste ne contenait rien de drôle. Amanda l'avait aidé à répéter son discours pendant 2 semaines, mais tous deux avaient sous-estimé la femme qu'ils allaient bouleverser. Rebecca observa son mari s'approcher avec une légère curiosité, supposant qu'il voulait partir plus tôt. Il trouvait toujours ces événements d'entreprise ennuyeux, même si son salaire en dépendait. Son visage affichait une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer, un mélange de détermination et de peur. Mais elle s'était tellement éloignée de lui émotionnellement qu'il lui était devenu difficile de deviner ses humeurs. « Rebecca, il faut qu'on parle », dit Jacob d'une voix basse. Mais plusieurs cadres présents se retournèrent tout de même, car les ragots allaient bon train dans le monde des affaires américains. « Ici ?» demanda-t-elle en jetant un coup d'œil à la foule, sachant déjà qu'il avait choisi ce lieu public pour une raison précise. « Tiens » confirma-t-il, mais sa main tremblait légèrement lorsqu'il sortit l'enveloppe. « J'en ai assez de faire semblant, Rebecca. J'en ai assez de ce mariage qui est mort depuis 3 ans. » Ces mots la glacèrent, mais elle garda son visage impassible par la seule force de sa volonté. 3 ans. Elle les avait crus heureux il y a 3 ans, mais apparemment, elle avait bâti un empire technologique pendant que son mariage s'effondrait sans qu'elle s'en aperçoive. « Tu me quittes au gala de ta société. » L'ironie de la situation, venant de sa société, l'aurait fait rire si son cœur ne s'était pas brisé, mais elle garda son sang-froid. « C'est la seule fois où je sais que tu ne peux pas faire de scandale, » dit Jacob. Mais son raisonnement était erroné, car il ignorait de quoi elle était capable. « Je suis amoureux d'Amanda. Cela fait 18 mois que nous sommes ensemble, mais je ne pouvais plus te mentir. » 18 mois. Rebecca, elle, retraçait le fil de ses voyages d'affaires et de ses longues soirées au bureau, sans jamais se poser de questions. 18 mois de trahison, mais elle était trop absorbée par le lancement d'un produit à Singapour pour s'en apercevoir. 18 mois à construire un avenir avec une autre femme grâce au salaire et aux avantages sociaux offerts par son entreprise, une réalité qui la révoltait. « Amanda Pierce, votre secrétaire. » La voix de Rebecca restait assurée, mais ses doigts pressaient le bord de l'enveloppe. « Ce n'est pas qu'une simple secrétaire, » se défendit Jacob, mais il rabaissait déjà la femme qu'il prétendait aimer en la réduisant à un titre. « Elle est brillante et ambitieuse, et elle me voit vraiment, Rebecca. Elle ne se contente pas de me tolérer. » L'accusation était blessante car elle contenait une part de vérité, mais pas celle que Jacob croyait. Rebecca l'avait tolérée, sa médiocrité, son manque de vision, son confort dans les postes subalternes, tandis qu'elle bâtissait des empires en secret. Mais elle l'avait fait par amour pour l'homme qu'il avait été à l'université, pas pour celui qu'il était devenu. « Je les signerai, » dit-elle doucement. Mais ces mots portaient une gravité qui aurait dû l'alerter. « Sache-le, Jacob. Tu n'imagines pas ce que tu laisses derrière toi. » Il rit, mais son rire était amer, empreint d'une confiance mal placée. « Je quitte un mariage avec une femme qui a hérité de sa fortune de sa grand-mère et qui n'a jamais travaillé de sa vie. Je m'engage auprès d'une femme qui comprend l'ambition. » L'histoire de l'héritage de Rebecca, celle de sa grand-mère qui lui aurait soi-disant légué 50 millions de dollars, n'était qu'une invention pour justifier sa fortune. Mais Jacob y avait cru sans se poser de questions, sans jamais creuser davantage. Il voyait une enfant gâtée qui passait ses journées à faire du shopping et à déjeuner, mais regrettait les journées de travail de 16 heures qu'elle effectuait depuis son bureau à domicile pendant qu'il dormait. « Je vois, » dit-elle, mais elle voyait bien plus loin qu'il ne pouvait l'imaginer. « Amanda m'attend à la table 12, » poursuivit Jacob. Mais Rebecca ne se retourna pas. « Après ce soir, elle sera ma petite amie. Une fois le divorce prononcé, elle sera ma femme. » « Quel romantisme !» s'exclama Rebecca, mais son ton était glacial. « Une demande en mariage lors d'un gala d'entreprise, bâti sur les ruines de notre mariage. »« Ne sois pas dramatique, » dit Jacob, mais il se détournait déjà, l'ignorait déjà, se dirigeait déjà vers la femme en rouge, qui représentait tout ce qu'il pensait mériter. Rebecca se tenait seule près de la fontaine à champagne, mais elle était la moins seule de la pièce. Elle contrôlait l'immeuble où il se trouvait par le biais d'une filiale,
mais personne n'en était au courant. Elle contrôlait l'entreprise qui employait 45 000 personnes dans le monde, mais son anonymat était total. Elle contrôlait toute la vie professionnelle de Jacob, mais il venait de lui remettre les papiers du divorce sans se rendre compte du déséquilibre de pouvoir. Gérald Patterson apparut à ses côtés, le visage marqué par l'inquiétude, mais il s'agissait d'une préoccupation pour les apparences, non pour son bien-être. « Madame Morrison, tout va bien. » Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que Jacob semblait contrarié. « Tout va bien, » mentit Rebecca. Mais elle élaborait déjà un plan qui allait redéfinir la notion d'amende pour tous. Une affaire personnelle que nous réglerons en privé. Bien sûr, répondit Gérald, mais son attention était déjà détournée par un sénateur qui s'approchait avec son entourage. Si vous voulez bien m'excuser. Rebecca lui fit un signe de tête, mais son esprit passait en revue les différentes options avec la même précision analytique qu'elle appliquait au rapport trimestriel. Elle pourrait tout révéler sur le champ, monter sur scène, proclamer sa propriété, détruire la réputation de Jacob devant 500 personnes, mais ce serait grossier, et sur le plan émotionnel, et satisfaisant pendant environ 5 minutes. Elle pourrait attendre et régler l'affaire par l'intermédiaire d'avocats, laisser Jacob s'en sortir la tête haute, pendant qu'elle reconstruirait sa vie privée. Mais cela lui semblait récompenser sa trahison. Ou alors, elle pouvait faire ce qu'elle avait toujours fait de mieux. Penser stratégiquement, planifier méticuleusement, exécuter à la perfection, mais avec une créativité qui rendrait ce moment légendaire. Elle sortit son téléphone et envoya un SMS à Thomas Wu. Réunion d'urgence demain à 6 heures. Préparez les documents pour une restructuration immédiate de l'entreprise. J'ai aussi besoin d'un avocat spécialisé en divorce. Le meilleur. Sa réponse ne tarda pas. Ça va. Elle tapa, ça ira. Mais elle n'y croyait pas encore. 10 ans plus tôt, Rebecca Chen, qui avait pris le nom de Morrison après son mariage, était assise dans une salle informatique de l'université de Stanford à 3 heures du matin. Mais la fatigue n'était rien comparée à la percée qui crépitait dans son code de réseau neuronal. Ça marche, murmura-t-elle à sa colocataire, Jennifer Lee. Mais Jennifer s'était endormie à l'ordinateur voisin depuis des heures. La reconnaissance de forme fonctionnait bel et bien. La thèse de doctorat de Rebecca en intelligence artificielle lui avait pris 4 ans. Mais l'algorithme qu'elle venait de créer allait occuper la prochaine décennie de développement technologique. Elle avait résolu un problème qui avait déconcerté les chercheurs pendant 20 ans. Comment faire en sorte que les systèmes d'apprentissage automatique apprennent comme les humains, avec intuition et créativité, mais sans la charge de calcul excessive qui rendait les tentatives précédentes impraticables. L'algorithme était d'une élégance remarquable, mais ses implications étaient terrifiantes. Son téléphone vibra. Un message de Jacob, son petit ami depuis 2 ans. Toujours au labo, j'ai préparé le dîner. Rentre vite. Elle avait rencontré Jacob en cours d'économie à la fac. Mais ce qui l'avait attiré, ce n'était pas son intelligence. Il était dans la moyenne, mais sa gentillesse et sa stabilité. Il était alors en prépa médecine et voulait devenir pédiatre comme son père. Mais Rebecca avait perçu autre chose en lui. Un homme bien qui soutiendrait ses rêves sans les concurrencer. Elle s'était trompée sur ce dernier point, mais elle ne le découvrirait que des années plus tard. J'arrive dans 20 minutes, répondit-elle par SMS, mais elle sauvegardait déjà son code sur 3 serveurs cryptés distincts qu'elle avait elle-même construits, car elle ne faisait aucune confiance au cloud. Jennifer se réveilla en sursaut, mais ses yeux s'écarquillèrent en voyant l'écran de Rebecca. Tu as vraiment trouvé la solution. Le problème de l'apprentissage récursif. Je crois bien, répondit Rebecca. Mais elle avait déjà 3 coups d'avance. Mais Jen, si ça marche comme je le pense, ça vaut des milliards, des centaines de milliards. Le brevet à lui seul pourrait faire de toi la femme la plus riche du secteur technologique, conclut Jennifer, son visage se faisant grave. C'est pourquoi il faut être très prudent avec qui on se confie. Souvenez-vous de ce qui est arrivé à Melissa Hang. Rebecca s'en souvenait. Mais cette histoire hantait toutes les femmes de leur programme. Melissa Hang avait mis au point un algorithme de cryptage révolutionnaire, mais son conseiller, un homme, s'en était attribué le mérite, l'avait breveté à son nom et l'avait vendu à un entrepreneur de la défense pour 200 millions de dollars. Mais Melissa n'avait rien reçu d'autre qu'une note de bas de page dans son article et une leçon sur la confiance. Je ne le dirai à personne, dit Rebecca.
Mais même en parlant, elle savait l'isolement que cette décision impliquerait. Je vais développer cela en privé, le breveter sous une société écran, créer une entreprise sans y mettre mon nom. C'est de la paranoïa, dit Jennifer, mais son ton laissait entendre qu'elle trouvait l'idée géniale. C'est stratégique, corrigea Rebecca. Mais elle était déjà en train d'imaginer la structure d'entreprise qui protégerait sa création. Le monde de la tech n'est pas tendre avec les femmes, surtout celles qui surpassent les hommes. Si je veux vraiment construire quelque chose de durable, je dois rester invisible. Ce soir-là, elle rentra chez elle, auprès de Jacob, sans lui faire part de sa découverte. Ils mangèrent des pâtes réchauffées et parlèrent de ses résultats au Macat. Bon, mais sans plus. Elle l'écoutait avec un intérêt sincère. Pourtant, une partie de son esprit calculait le coût de la création d'une société dans le Delaware par rapport au Nevada. 2 semaines plus tard, elle déposa des brevets sous le nom de R.M. Sutton, une combinaison des noms de sa mère et de sa grand-mère, mais rattachée à une entité juridique qui ne menait à rien. 3 mois après, elle soutint sa thèse avec une version simplifiée de son algorithme, suffisamment impressionnante pour lui permettre d'obtenir son doctorat, mais suffisamment rudimentaire pour que personne n'en perçoive le potentiel commercial. « Chen, votre travail est excellent », a déclaré le président de son comité, mais ses éloges étaient prématurés. « Avez-vous réfléchi à la suite ? Plusieurs postes de post-doctorat sont disponibles, mais je dois vous prévenir que les financements sont limités. » La suite fut un financement de 500 000 $ obtenu auprès d'un investisseur qui pensait financer un jeune entrepreneur prometteur. Elle avait utilisé un modificateur de voix pour tous ses appels téléphoniques et un remplaçant masculin pour l'unique réunion en personne, mais son plan d'affaires avait fait ses preuves. « Je vais intégrer l'industrie », annonça-t-elle à son comité, mais le secteur dans lequel elle s'apprêtait à entrer était de sa propre création. Jacob la demanda en mariage 3 mois après l'obtention de son diplôme, mais son timing était catastrophique car Vanguard Technology l'accaparait entièrement. Elle a quand même dit oui. Mais la bague de fiançailles, un modeste diamant pour lequel il avait économisé pendant 6 mois, ornait son doigt tandis qu'elle portait des gants industriels dans la salle blanche qu'elle avait louée pour construire son premier prototype d'ordinateur quantique. « Je t'aime », lui a-t-elle dit le soir de sa demande. Mais elle le pensait vraiment, même si elle cachait quelque chose d'énorme. « Tu me fais me sentir en sécurité comme personne d'autre. » C'était vrai, mais la sécurité allait se révéler un fondement fragile pour un mariage bâti sur les secrets. Ils se marièrent lors d'une cérémonie intime dans le jardin de ses parents. Rebecca portait une robe qu'elle avait achetée avec ses 10 premiers millions de dollars de revenus. Non pas que Jacob sache encore que Vanguard existait. Elle lui avait dit qu'elle travaillait comme consultante pour des entreprises technologiques, un travail contractuel bien rémunéré, mais exigeant une discrétion absolue. Mais il n'avait jamais posé de questions, absorbé par sa propre reconversion professionnelle. Il avait échoué 2 fois au Macat, mais avait finalement décidé que la médecine n'était pas sa vocation. Le marketing lui semblait plus attrayant, créatif, lucratif et moins stressant que les décisions médicales cruciales. Rebecca voyait pourtant sa confiance s'effriter à chaque changement de cap. « J'ai une opportunité pour toi », lui avait-elle dit 6 mois après leur mariage. Mais elle avait soigneusement dissimulé l'offre par l'intermédiaire d'un recruteur pour que cela ne paraisse pas suspect. Vanguard Technology recrute pour son département marketing. C'est une entreprise technologique qui fait des recherches innovantes en intelligence artificielle. Je pense que tu serais parfait pour ce poste. Il avait passé un entretien, mais le sort en était déjà jeté. Rebecca avait demandé à Gerald Patterson, le PDG qu'elle avait embauché, de proposer à Jacob un poste très bien rémunéré, sans grande responsabilité. Le salaire annuel était de 180 000 $. Mais cela valait la peine pour garder son mari heureux et dans l'ignorance. « J'ai décroché le poste », avait annoncé Jacob, mais son enthousiasme était sincère, et avec le recul, déchirant. Directrice marketing senior chez Vanguard. Rebecca, il me paie plus que je n'aurais jamais imaginé. On va enfin vivre confortablement. On était déjà riche, pensa Rebecca. Mais elle avait souri, fêté ça et fait semblant que son salaire avait une incidence sur leur situation financière. Au cours des 7 années suivantes, Vanguard Technology est passé d'une start-up de 20 personnes à un géant mondial de 45 000 employés. Mais Rebecca a orchestré chaque décision majeure en secret, sous son identité de représentante chez R.M. Sutton.
Elle assistait aux réunions du conseil d'administration par visioconférence, le visage dissimulé et la voix modulée, mais sa vision était d'une clarté limpide. Elle a réalisé des investissements qui semblaient risqués mais qui se sont avérés extrêmement fructueux, tout en attribuant toujours le mérite à son équipe plutôt qu'à elle-même. Elle était devenue la main invisible qui guidait un empire de 5000 milliards de dollars. Mais Jacob rentrait chaque soir et se plaignait de ses frustrations liées à son rôle de cadre intermédiaire, sans même s'en rendre compte. « Patterson est un idiot », disait-il pendant le dîner. Pourtant, Patterson appliquait la stratégie de Rebecca à la perfection. Il avait approuvé un budget de recherche beaucoup trop ambitieux. On va perdre des sommes colossales. Ce budget de recherche permettrait de créer la puce quantique qu'il célébrait ce soir. Mais Rebecca se contenta d'un signe de tête compatissant et lui resservit du vin. Elle avait toujours eu l'intention de lui avouer la vérité, mais le moment n'avait jamais été opportun. La première année, elle avait été trop occupée à bâtir les fondations de l'entreprise. La troisième année, elle avait craint qu'il ne se sente humilié par sa réussite. Au bout de 5 ans, le secret était devenu si lourd que le révéler reviendrait à avouer une trahison. Mais le secret lui-même n'était-il pas une forme de trahison ? Jennifer l'avait prévenu à l'université. Les secrets de cette ampleur deviennent des murs, et les murs empêchent les autres d'entrer et vous enferment. Debout à présent au gala de l'entreprise, les papiers du divorce à la main, tandis que son mari se dirigeait vers sa secrétaire, Rebecca comprit trop tard la sagesse de son ami. Le lendemain du gala, Rebecca était assise dans le bureau de Thomas Wu, en centre-ville, à 6 heures précises. Ses yeux étaient rouges d'une nuit blanche passée à lire et relire les documents de divorce. Thomas Wu, 43 ans, était impeccablement vêtu d'un costume Tom Ford, mais son expression trahissait la sollicitude d'un ami plutôt que celle d'un simple avocat. Il était l'avocat de Rebecca depuis la création de Vanguard, mais il était l'une des 3 seules personnes à connaître la véritable identité de R.M. Sutton, les 2 autres étant Jennifer et la mère de Rebecca. « J'ai préparé 3 approches différentes, » dit Thomas. Mais il fit glisser les dossiers sur son bureau en acajou avec une réticence manifeste. « Mais avant de parler stratégie, je dois vous demander, que c'est Jacob ?»« Rien, » répondit Rebecca. Mais ces mots avaient un goût amer. « Il croit que je vis de l'héritage de ma grand-mère. Il ignore que je suis propriétaire de Vanguard. Il ignore que son salaire provient de ma société. Il ignore que tout ce qu'il possède existe grâce à moi. »« Et Amanda Pierce ?» demanda Thomas, tout en consultant son dossier professionnel sur son ordinateur portable. « La secrétaire de Jacob », répondit Rebecca, la voix légèrement brisée par l'émotion. « Ils ont une liaison depuis 18 mois. Il me quitte pour l'épouser. » Thomas serra les dents, mais garda son sang-froid. « J'ai consulté son dossier. Elle a 26 ans et travaille chez Vanguard depuis 2 ans. D'excellentes évaluations de performance, notamment pour Jacob, mais aucune réalisation notable à part la gestion de son agenda et de ses dépenses. Elle se sert donc de lui pour gravir les échelons. » Rebecca l'affirma, mais cette observation ne la satisfit pas. « C'est ce qu'il semble, » confirma Thomas, avant de sortir des documents financiers qui firent se pencher Rebecca en avant. « Mais il y a quelque chose d'intéressant ici. Il y a 6 mois, Amanda a ouvert un compte chez Merrill Lynch avec un dépôt initial de 85 000 $. Son salaire annuel est de 68 000 $, mais ce dépôt a été effectué en espèces. Jacob lui donnait de l'argent, a déclaré Rebecca, mais elle était très calculatrice. De l'argent prélevé sur son salaire. Mon argent, détourné par mon mari, était donné à sa maîtresse. Techniquement, il s'agit de biens communs jusqu'à ce que le divorce soit prononcé, a déclaré Thomas. Mais son ton laissait entendre qu'il trouvait la situation aussi scandaleuse qu'elle. Mais oui, en réalité, elle a été financée par votre entreprise tout en œuvrant à vous remplacer. Rebecca se leva et monta à l'étage pour admirer les fenêtres donnant sur le centre-ville de Seattle. Mais le soleil du matin était dur plutôt qu'éclairant. En contrebas, des milliers de personnes commençaient leur journée de travail, coincées dans les embouteillages, prenant un café, menant une vie normale. Mais elle n'avait jamais été normale et ne le serait jamais. Première option, dit Thomas, mais sa voix la ramena à la table de conférence. On règle ça discrètement. Vous acceptez le partage des biens lors du divorce conformément à la loi de l'État de Washington, ce qui signifie que Jacob reçoit 50% de ce qu'il estime vous posséder,
soit environ 25 millions de dollars provenant de l'héritage de votre grand-mère. Il s'en va assez riche pour recommencer sa vie avec Amanda. Tu gardes ton anonymat, tu continues à diriger Vanguard et tu tournes la page. Il m'a trahi et il empoche 25 millions, dit Rebecca. Mais son ton était plus sec qu'elle ne l'aurait voulu. C'est clair, dit Thomas, mais il ouvrait déjà le deuxième dossier. Deuxième option, tu révèles tout. Annoncez que vous êtes R.M. Sutton, que vous êtes propriétaire de Vanguard et que Jacob a toujours travaillé pour vous. Le divorce devient un véritable spectacle médiatique, mais vous détruisez complètement sa crédibilité. Après une telle humiliation, plus personne dans le monde des affaires américain ne voudra l'embaucher. Cependant, vous vous exposez aussi à un examen minutieux de vos méthodes, de votre secret, et aux questions potentielles sur les raisons pour lesquelles vous avez caché votre identité pendant 10 ans. Rebecca secoua la tête, mais elle savait que la deuxième option était trop directe. Quant à la troisième, Thomas sourit, avec l'expression d'un maître d'échecs anticipant ses coups. La troisième option est plus créative. Nous restructurons publiquement la direction de Vanguard, en annonçant que le mystérieux R.M. Sutton se retire de la gestion opérationnelle, mais en nommant un nouveau PDG plus visible. Vous, sous votre nom d'épouse, Rebecca Morrison. Nous le présentons comme Sutton reconnaissant votre intelligence et vous confiant les rênes. Personne ne sait que vous êtes la même personne. Ça ne concerne pas Jacob, dit Rebecca, mais elle entrevoyait déjà les possibilités. Pas encore, acquiesça Thomas. Puis il sortit un troisième document. Mais une fois que vous êtes officiellement PDG de l'entreprise où travaille Jacob, vous êtes en droit d'examiner l'ensemble du personnel. Les évaluations de performance de Jacob sont au mieux médiocres. Il se repose sur ses lauriers grâce au salaire que vous lui avez accordé. Amanda, quant à elle, a gonflé ses notes de frais. De petites sommes, certes, mais il s'agit techniquement d'un détournement de fonds. Nous documentons tout. Nous présentons le dossier au conseil d'administration. Ce conseil, qui siège à votre discrétion. Et il les licencie tous les deux pour faute grave. Tu veux que je renvoie mon mari ? Demanda Rebecca. Mais l'idée avait une certaine symétrie. Pas tant qu'il est ton mari, corrigea Thomas. Mais sa stratégie était plus subtile que ça. On laisse la procédure de divorce suivre son cours pendant exactement 60 jours. Assez de temps pour que Jacob se sente en sécurité, peut-être même pour fêter ça publiquement avec Amanda. Puis, le 61e jour, tu es nommé nouvelle PDG. Le 63e jour, le conseil d'administration examine les questions de personnel. Le 65e jour, Jacob et Amanda sont tous deux licenciés pour insuffisance professionnelle et manquement à l'éthique. Rebecca retourne à sa place, l'esprit tourmenté par les conséquences. Jacob soupçonnerait que j'ai tout orchestré. Il se défendrait. Avec quoi ? Demanda Thomas, mais sa question était rhétorique. Il n'a aucune preuve de votre lien avec Sutton. Chaque document de constitution, chaque brevet, chaque relevé financier mène à des sociétés écrans et des fiducies offshore. Il faudrait des années pour démêler tout cela. D'ici à ce qu'il puisse prouver quoi que ce soit, le divorce serait prononcé, sa carrière serait ruinée et vous auriez tourné la page. C'est impitoyable, dit Rebecca. Mais elle ne rejetait pas l'idée. C'est stratégique, rétorqua Thomas, reprenant ainsi les mots qu'elle avait prononcés 10 ans plus tôt. Et cela protège ce que vous avez construit tout en lui infligeant les conséquences appropriées à ses actes. Rebecca fixa les 3 dossiers, mais la troisième option l'attirait par la logique séduisante d'une vengeance parfaite. Jacob voulait la quitter pour une femme plus jeune. Très bien. Mais il allait découvrir que cette vie confortable qu'il abandonnait ne lui appartenait pas. Elle était à elle, mais il n'avait jamais réalisé qu'il était un simple invité dans sa propre existence. Il y a encore une chose, dit Thomas. Son visage se fit grave. Si nous faisons cela, tu dois en être absolument certaine. Une fois que vous vous révélerez comme PDG de Vanguard, même en prétendant succéder à Sutton, vous ferez face à un examen minutieux que vous avez évité pendant 10 ans, vos qualifications, votre âge, votre genre. La presse spécialisée enquêtera sur votre parcours, mais elle découvrira votre doctorat de Stanford et vos publications. C'est donc du solide. Wall Street se demandera si Vanguard peut maintenir sa trajectoire sous une nouvelle direction visible. Mais votre parcours parle de lui-même.
Ce que vous me demandez, dit Rebecca lentement, mais elle en comprenait les implications, c'est si je suis prête à sortir de l'ombre. Exactement, confirma Thomas d'une voix douce. Vous avez bâti Vanguard parce que vous vouliez éviter la discrimination qui a anéanti Melissa Hang. Mais les temps ont changé. Il y a désormais des femmes PDG. Pas beaucoup, certes, mais suffisamment pour que vous n'en soyez pas une exception. La question est de savoir si la vengeance contre Jacob vaut la peine de se mettre en avant. Rebecca repensa à la Rebecca Chen qui, 10 ans plus tôt, travaillait dans ce laboratoire de Stanford, mais qui avait eu peur de reconnaître son propre génie. Elle repensa au compromis qu'elle avait fait, bâtir un empire tout en restant invisible. Elle se demanda si ce compromis ne lui avait pas coûté plus qu'il ne lui avait apporté. Elle repensa au visage de Jacob la veille au soir, lorsqu'il lui avait remis les papiers du divorce, mais aussi au mépris dans sa voix quand il l'avait traitée de fille à papa qui n'avait jamais travaillé. « Fais-le », avait-elle dit. Mais sa voix était empreinte d'une certitude qui la surprit elle-même. Option 3, sans hésitation. Thomas acquiesça, mais il avait déjà sorti son téléphone. « Je m'occupe des formalités. Il faudra 2 semaines pour préparer correctement l'annonce de restructuration. La procédure de divorce suivra son cours normal pendant ce temps. Ne laisse rien paraître à Jacob de tes intentions. Sois triste, sois blessé, sois ce qu'il attend de toi. Ce ne sera pas difficile, dit Rebecca. Mais la douleur était bien réelle, même si elle feignait l'impuissance. Je l'aimais, Thomas. J'ai construit tout ça en partie pour lui, pour qu'il puisse avoir une belle vie sans la pression d'être le principal soutien de famille, et il gâche tout pour une femme 2 fois plus jeune que lui, qui le voit comme un tremplin. Alors, faisons en sorte que ce tremplin s'effondre sous ses pieds, dit Thomas. Son ton était grave et déterminé. Je vous demanderai de tout documenter. Chaque conversation avec Jacob, chaque interaction avec Amanda, s'il y en a, chaque preuve qui démontre leur liaison et son impact sur votre mariage. L'avocate spécialisée en divorce que j'ai choisie s'appelle Catherine Valdez. Elle est brillante, mais impitoyable. Bien, dit Rebecca, mais elle se levait déjà pour partir. Je veux de l'impitoyabilité. Les 2 mois suivants furent une mise en scène savamment orchestrée, mais Rebecca joua son rôle à la perfection. Elle quitta la maison qu'elle avait achetée avec son propre argent, même si Jacob croyait qu'elle provenait de son héritage, mais elle n'emporta que ses affaires personnelles et lui laissa tout le reste. Elle loua un appartement en centre-ville, un logement moderne et impersonnel qui reflétait son état émotionnel, mais passait la plupart de ses soirées à travailler dans le bureau qu'elle occupait secrètement depuis des années au siège de Vanguard. Ce bureau se trouvait à l'étage de la direction, mais figurait dans les annuaires de l'immeuble sous le nom de « bureau privé de R.M. Sutton », si bien que tout le monde l'évitait soigneusement. De l'intérieur, Rebecca pouvait surveiller tous les aspects des opérations de son entreprise. Mais surtout, elle pouvait observer la relation entre Jacob et Amanda s'épanouir avec la fascination amère de quelqu'un qui regarde un accident de voiture au ralenti. Il n'était pas subtil, mais l'arrogance l'est rarement. Rebecca avait accès aux enregistrements des caméras de sécurité, ce qui était techniquement légal puisqu'elle était propriétaire de l'immeuble, mais moralement discutable, d'une manière qui ne la préoccupait plus. Elle les observa s'embrasser dans le parking. Mais leur passion semblait feinte, comme s'ils jouaient la comédie plutôt que de vivre une véritable histoire d'amour. Elle vit Amanda exhiber son nouveau bracelet Cartier. 12 000 $, remarqua Rebecca, soit exactement le montant d'une prime de consultant figurant dans la note de frais de Jacob 2 semaines plus tôt. Il dépensait l'argent de l'entreprise pour sa maîtresse. Mais le comble, c'est que l'argent de l'entreprise appartenait à Rebecca, ce qui signifiait que Jacob achetait des cadeaux pour sa nouvelle petite amie avec l'argent de sa femme. Catherine Valdez, l'avocate spécialisée dans les divorces, était une femme au très fin d'une 50aine d'années, qui s'était forgé une réputation en ruinant les conjoints infidèles devant les tribunaux. Ses méthodes étaient si efficaces que la plupart des affaires se réglaient à l'amiable avant le procès. « Votre mari est un imbécile », a lancé Catherine lors de leur première rencontre. Mais sa franchise était rafraîchissante. Il vous a signifié des documents lors d'une cérémonie publique, devant des centaines de témoins. Il affiche ouvertement sa relation avec sa subordonnée, ce qui pourrait constituer du harcèlement sexuel, même si elle prétend que c'est consenti. Et il mélange les biens du couple avec ceux de sa maîtresse. Cette affaire serait facile, même sans votre atout-maître. L'atout-maître, c'est Vanguard, dit Rebecca,
mais Catherine secoua la tête. L'atout maître, c'est votre patience à le laisser se piéger lui-même, corrigea Catherine, tout en examinant les notes de frais fournies par Rebecca. Nous n'évoquerons pas Vanguard lors de la procédure de divorce. Aux yeux du tribunal, vous êtes exactement celle que Jacob imagine. Une femme à la tête d'un fonds fiduciaire de 50 millions de dollars, lésée par son mari ambitieux. Nous demanderons une pension alimentaire non pas parce que vous en avez besoin, mais parce que... Ça va le rendre furieux. Tu veux qu'il soit en colère? Demanda Rebecca, mais elle faisait confiance à l'expérience de Catherine. Je veux qu'il devienne stupide, précisa Catherine. Mais son sourire était malicieux. Les gens en colère font des erreurs. Je veux qu'il soit tellement obnubilé par le divorce qu'il ne remarque rien de ce qui se passe au travail avant qu'il ne soit trop tard. La stratégie a parfaitement fonctionné, mais assister à son déroulement a été émotionnellement dévastateur. Malgré les préparatifs de Rebecca, Jacob a engagé un avocat médiocre nommé Richard Chen, sans lien de parenté avec Jacob, qui passait le plus clair de son temps à se plaindre de l'avidité de Rebecca auprès de quiconque voulait bien l'écouter. Le fait qu'elle réclame 8 millions de dollars dans le cadre du règlement, une fraction de ses biens réels, sous prétexte que c'était nécessaire pour maintenir son train de vie, l'a rendu fou. Elle n'a jamais travaillé de sa vie, s'emporta Jacob à Amanda, à portée de voix des caméras de surveillance que Rebecca surveillait. Son délire était presque impressionnant de sincérité. Maintenant, elle veut que je la fasse vivre indéfiniment. Je ne donnerai pas un centime de plus à cette femme, au-delà de ce que la loi exige. Tu es si fort, rétorqua Amanda. Mais Rebecca pouvait lire le calcul dans ses yeux, même à travers les images granuleuses des caméras de sécurité, tandis qu'elle lui tenait tête ainsi. La plupart des hommes auraient cédé. Ce qu'Amanda ignorait, mais qu'elle allait bientôt découvrir, c'est que Rebecca n'avait pas besoin de l'argent de Jacob. Mais le principe de le faire se battre pour la pension alimentaire tout en contrôlant secrètement toute sa vie professionnelle était trop tentant pour y résister. Thomas Wu accomplissait des miracles en parallèle au sein de l'entreprise. Mais ses actions restaient invisibles pour tous, sauf pour Rebecca et les membres du conseil d'administration qui pensaient suivre les instructions de R.M. Sutton. La restructuration est prête, l'informa Thomas le 45e jour du plan de 60 jours, mais son sourire laissait deviner qu'il y prenait autant de plaisir qu'elle. Nous l'annoncerons le 61e jour, comme prévu. J'ai préparé votre biographie. Tout est vrai et vérifiable, de votre doctorat de Stanford à vos publications, en passant par vos missions de conseil en début de carrière. Selon la version officielle, Sutton a été impressionné par votre travail et vous prépare depuis des années à des postes de direction. Les gens vont-ils me croire? Se demanda Rebecca, tout en consultant le communiqué de presse sur son ordinateur portable. La presse spécialisée en technologie va d'abord poser des questions, a admis Thomas, mais je m'y attendais. Nous aurons des lettres de recommandation de professeurs du MIT, des témoignages d'autres PDG du secteur technologique que vous avez conseillés anonymement, des documents attestant que vous avez déposé des brevets à votre nom pour des innovations mineures. L'histoire tient la route car elle est en grande partie vraie. Nous nous contentons de dissimuler vos liens avec Sutton et Jacob, a demandé Rebecca. Mais elle connaissait déjà la réponse. On n'en saura rien tant que ce ne sera pas public, a dit Thomas, mais sa satisfaction était palpable. L'annonce sera faite lundi matin. Dès lundi après-midi, tu donneras des interviews. Mardi, Jacob observera sa femme, enfin, son ex-femme, puisque le divorce sera prononcé, a révélé le PDG de l'entreprise pour laquelle il travaille. Il va paniquer, a ajouté Rebecca. Mais elle imaginait son visage. Il va paniquer, c'est sûr, approuva Thomas. Puis il sortit un autre dossier. Ce qui nous amène aux documents de licenciement. Gérald Patterson les présentera au conseil d'administration mercredi, accompagné de justificatifs concernant les problèmes de performance et les irrégularités dans les notes de frais. Le conseil votera à l'unanimité, puisque vous contrôlez tous les sièges, pour licencier Jacob Morrison et Amanda Pierce pour faute grave. Non. Indemnité de départ? Demanda Rebecca, mais elle voulait une confirmation claire. Aucune indemnité, confirma Thomas d'un ton ferme. Un licenciement pour faute grave signifie qu'ils partent sans rien emporter d'autre que leurs effets personnels. Le salaire de Jacob est immédiatement suspendu. Celui d'Amanda aussi. Tous deux seront escortés hors du bâtiment par la sécurité et leurs accès seront révoqués. Rebecca ferma les yeux,
mais la scène lui apparut avec une clarté saisissante. Jacob, confus et humilié, rangeait ses affaires. Amanda réalisait que l'homme auquel elle avait misé était en train de chuter au lieu de s'élever. Les gardes de sécurité engagés par sa société, obéissant à ses ordres, les regardaient partir. « Est-ce le mal ?» demanda-t-elle soudain, mais la question les surprit tous les deux. Thomas réfléchit longuement, mais sa réponse était réfléchie. Est-ce mal de licencier des employés peu performants qui ont abusé des ressources de l'entreprise? Non. Est-ce mal de divorcer d'un mari infidèle? Non. Est-ce mal de révéler sa réussite à un homme qui l'a rabaissé? Non. Tu ne détruis pas la vie de Jacob, Rebecca. Tu lui retires simplement le soutien que tu lui as apporté en secret pendant des années. Il conservera sa santé, son éducation, son expérience. Il n'aura simplement plus la sécurité que tu lui as offerte. Mais c'est moi qui orchestre tout ça, insista Rebecca. Elle avait besoin de l'entendre dire. Je ne me contente pas de réagir. Je planifie sa chute étape par étape. Tu es stratégique, dit Thomas. Mais il reprenait ses propres mots. De la même manière que tu as fait preuve de stratégie pour bâtir Vanguard, pour protéger ton identité, pour tout ce que tu as accompli, Jacob et Amanda ont fait des choix. Te trahir, détourner les ressources de l'entreprise, croire qu'ils pouvaient te jeter à la poubelle impunément. Tu ne fais que t'assurer que ces conséquences se produisent. Rebecca acquiesça, mais elle ne se sentait pas entièrement absoute. La vengeance, même justifiée, avait un goût différent de celui qu'elle avait imaginé. Non pas doux, mais amer, avec l'arrière-goût d'un mariage qui s'était éteint sans qu'elle s'en aperçoive jusqu'aux funérailles. Le 59e jour, Jacob lui envoya un SMS. Le divorce est prononcé demain. Tu peux arrêter de m'appeler. Elle ne l'avait pas appelé depuis des semaines, mais ce message révélait sa mauvaise conscience plus que toute autre chose. Elle a répondu par SMS. J'espère que tu es heureux avec Amanda. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Il n'a pas répondu, mais elle ne s'y attendait pas. Le 60e jour, Catherine Valdez a appelé avec des nouvelles. Le divorce est prononcé. Le juge t'a accordé 6,2 millions de dollars dans le cadre de l'accord. Moins que ce que tu demandais, mais Jacob pense avoir gagné car il n'a pas reçu la totalité des 8 millions. Il fête ça avec Amanda au Canly ce soir, ils ont dépensé 1000 dollars pour le dîner. Je le sais parce que son avocat l'a mentionné par inadvertance. Bien sûr que oui, dit Rebecca, mais elle ne ressentait rien. L'argent était insignifiant. Mais le symbole de Jacob fêtant la fin de leur mariage avec une autre femme grâce à l'argent du règlement l'a blessée plus profondément qu'elle ne l'avait imaginé. Demain matin, dit Catherine, mais sa voix trahissait son impatience. Il va regretter chacun de ses choix. Le 61e jour, Rebecca Morrison se réveilla à 5 heures du matin, après une nuit presque blanche. Aujourd'hui, elle cesserait d'être invisible, une perspective qui l'effrayait autant qu'elle l'exaltait. Le communiqué de presse fut diffusé à 8h02, heure du Pacifique, mais sa diffusion avait été soigneusement coordonnée avec tous les grands médias spécialisés en technologie, les réseaux d'information économique et les agences de presse financière. Vanguard Technologies annonce un changement de direction. Son fondateur, le mystérieux R.M. Sutton, se retire et nomme Rebecca Morrison PDG. L'article qui accompagne cette annonce est remarquablement bien écrit, mais d'après le récit de Thomas, Rebecca Morrison, 38 ans, a été nommée directrice générale de Vanguard Technologies, le géant de l'informatique quantique, dont la valeur atteint 5 000 milliards de dollars et qui a révolutionné l'intelligence artificielle au cours de la dernière décennie. Morrison, titulaire d'un doctorat en intelligence artificielle de l'université de Stanford et consultante auprès de nombreuses entreprises du Fortune 500, travaille en étroite collaboration depuis des années avec le fondateur discret de la société, R.M. Sutton. Dans une déclaration inhabituelle, Sutton a affirmé « Rebecca Morrison est la plus brillante technologue de sa génération, mais sa vision dépasse le simple cadre du code. Elle s'attache à comprendre comment la technologie peut transformer l'humanité. Je la prépare depuis des années à diriger Vanguard, et je suis convaincu que l'entreprise atteindra de nouveaux sommets sous sa direction. » La nomination de Morrison fait d'elle l'une des plus jeunes PDG d'une grande entreprise technologique, et l'une des rares femmes à la tête d'une entreprise d'une telle envergure. L'article détaillait ensuite le parcours universitaire de Rebecca, ses innovations en début de carrière, ainsi que des témoignages d'autres leaders du secteur technologique que Thomas avait accompagnés au fil des ans.
Mais chaque mot était choisi avec soin pour asseoir sa crédibilité tout en dissimulant son lien avec Sutton. À 8h30, Rebecca était en tête des tendances sur Twitter, mais les réactions étaient mitigées. Enfin une femme PDG d'une grande entreprise technologique. Il était temps. Pouvait-on lire dans un tweet. Mais celui-ci avait récolté 45 000 mentions « j'aime ». Qui est Rebecca Morrison et pourquoi n'en avons-nous jamais entendu parler auparavant? C'est louche, commentait un autre internaute. Mais le scepticisme était prévisible. J'ai vérifié ses qualifications. Doctorat en intelligence artificielle à Stanford. Plusieurs brevets, articles publiés dans Nature. Elle est crédible, a tweeté un journaliste spécialisé en technologie. Mais la préparation de Thomas portait ses fruits. À 9h, Rebecca était assise dans un studio de télévision, se préparant pour sa première interview avec CNBC. Ses mains tremblaient légèrement tandis que la maquilleuse lui appliquait de la poudre pour matifier le tout. « Tu vas être formidable », dit Thomas depuis la loge. Mais sa confiance ne parvint pas entièrement à la rassurer. « N'oublie pas, tu ne révèles rien sur l'identité de Sutton. Tu es la protégée qui a mérité ce poste. Tiens-toi-en à ce récit. » L'entretien se déroula mieux que Rebecca ne l'avait imaginé, mais la présentatrice Sarah Richard était professionnelle et bien préparée. Morrison, Vanguard est une énigme depuis des années, en grande partie à cause du secret qui entoure ses fondateurs. Pouvez-vous nous en dire plus sur R.M. Sutton? Je peux vous dire que Sutton est la personne la plus visionnaire avec laquelle j'ai jamais travaillé, a déclaré Rebecca. Mais la vérité de cette affirmation rendait le mensonge plus facile. Sutton tient à sa vie privée, et je respecte cela. Ce qui compte, c'est le travail que nous accomplissons chez Vanguard, repoussant les limites de l'intelligence artificielle tout en respectant les normes éthiques. Certains critiques suggèrent que cette transition signifie que Sutton perd confiance en l'entreprise, a insisté Sarah. Mais Rebecca s'y était attendue. Au contraire, a-t-elle affirmé, avec un sourire confiant. Sutton accède au poste de président et se concentre sur la stratégie à long terme, tandis que je gère les opérations quotidiennes. Cela permet aux fondateurs de se consacrer aux questions essentielles. Quel sera l'avenir de l'informatique quantique? Comment garantir que l'IA soit bénéfique à l'humanité? De mon côté, je veille à l'excellence opérationnelle de Vanguard. À 10h, le cours de l'action Vanguard avait bondi de 12%. Mais les investisseurs appréciaient la clarté apportée par la présence d'un PDG visible plutôt que d'un fondateur mystérieux. À 11h, Jacob Morrison était assis dans son bureau au siège de Vanguard à Seattle, mais son monde s'écroulait. Il avait vu l'annonce sur son téléphone pendant son trajet, mais l'avait d'abord jugée sans rapport avec son poste. Pour un directeur marketing de niveau intermédiaire, l'annonce d'une nouvelle PDG ne signifiait rien, jusqu'à ce qu'il voie le nom de Rebecca Morrison. Impossible que ce soit la même Rebecca Morrison, mais alors qu'il se précipitait sur Google, son visage apparaissait sur tous les grands sites d'information. Son ex-femme, qui avait divorcé la veille, était la nouvelle PDG de l'entreprise pour laquelle il travaillait. Mais les implications étaient trop importantes pour qu'il puisse les saisir immédiatement. « Tu as vu ça ?» Amanda fit irruption dans son bureau, le visage blême de panique. « Ton ex-femme est PDG? Comment est-ce possible ?» « Je ne sais pas, » répondit Jacob, l'esprit tourmenté. Elle n'a même jamais mentionné Vanguard. Comment a-t-elle pu passer de fille à papa à PDG d'une entreprise valant des milliards de dollars du jour au lendemain? Peut-être que Sutton l'a embauchée, suggéra Amanda, tout en faisant défiler des articles sur son téléphone. Il est écrit ici qu'elle travaille avec Sutton depuis des années. Tu savais ça? Jacob secoua la tête, mais il repassait en revue toutes ses conversations avec Rebecca des 10 dernières années. Elle n'avait jamais mentionné spécifiquement son travail de consultante pour Vanguard, mais elle avait parlé de consulting en général, et il n'avait jamais posé de questions, trop absorbé par sa propre carrière. C'est grave, dit Amanda, mais énoncer une évidence n'était d'aucune utilité. Si elle est PDG, elle pourrait te licencier. Nous licencier tous les deux. Elle ne le ferait pas, dit Jacob. Mais il n'en avait pas l'air convaincu. Le divorce est prononcé. Elle n'a plus aucune raison de s'intéresser à moi. Il s'était terriblement trompé. Mais il ne s'en rendrait compte que 2 jours plus tard. À midi,
Rebecca recevait des messages de félicitations de dirigeants du secteur technologique qu'elle avait conseillés anonymement pendant des années. Mais révéler son identité signifiait désormais accepter des éloges qu'elle avait auparavant refusés. Le message de Sheryl Sandberg disait « Je savais que R.M. Sutton avait un excellent jugement lorsque nous avons collaboré au comité d'éthique de l'IA de Meta. Félicitations pour votre nomination. Vous l'avez bien mérité. » L'ironie de la situation, c'est que Sheryl ne savait pas qu'elle félicitait Sutton directement, mais seulement Rebecca, sa prétendue successeur. Jennifer Lee, son amie de Stanford, a appelé à 13h. « Tu l'as fait. Tu l'as vraiment fait. Qu'est-ce que ça fait d'être enfin sous les projecteurs ?» Terrifiant, a admis Rebecca, mais elle était dans son nouveau bureau. Celle où elle portait l'étiquette de PDG plutôt que celle de R.M. Sutton privé. Et la vue sur la skyline de Seattle depuis le 47e étage était la même qu'elle avait toujours eue. Mais elle lui paraissait différente, et aussi libératrice. « J'ai passé 10 ans à me cacher, Jen. Mais je réalise maintenant que l'invisibilité était une prison en soi. »« Et Jacob ?» demanda Jennifer, mais son ton laissait deviner qu'elle suivait l'actualité. « Il sait que je suis PDG depuis ce matin, » dit Rebecca. Mais elle surveillait son bureau sur ses écrans de sécurité, une habitude qu'elle allait devoir perdre maintenant que son rôle était public. « Il ne sait pas que je suis propriétaire de l'entreprise. Il ne sait pas que je suis. Il ne sait pas qu'il va être licencié, mais il le sera. Je sais que tu es blessé, » dit Jennifer avec précaution. Mais elle était la conscience de Rebecca depuis des années. « Assure-toi que ce soit une question de justice, et non de vengeance. Il y a une différence. »« Vraiment ?» demanda Rebecca, mais sa question était sincère. « Il m'a trahi, Jennifer. Il m'a menti pendant 18 mois, puis il a divorcé publiquement pour épouser sa secrétaire. Maintenant, il va découvrir que tout ce qu'il possédait, je le lui avais donné, mais je vais tout lui reprendre. Si c'est ça la vengeance, alors peut-être que la vengeance n'est qu'une justice différée. » Jennifer resta silencieuse un instant, mais sa réponse fut réfléchie. « Peut-être bien. Mais ne te perds pas dans cette épreuve. » Après avoir raccroché, Rebecca resta assise seule dans son bureau, accablée par le poids de ses actes passés et à venir. Elle avait franchi une limite ce matin en s'exposant publiquement, mais il était trop tard pour revenir en arrière. Le lendemain, Gerald Patterson convoquerait une réunion d'urgence du conseil d'administration, mais mercredi, Jacob et Amanda seraient licenciés. Le plan était en marche, mais Rebecca avait l'impression d'assister impuissante à ce qui se passait pour quelqu'un d'autre. Mardi matin, Jacob demanda une réunion d'urgence avec Gerald Patterson, mais on lui répondit que le PDG était indisponible. Il était en réunion avec le conseil d'administration et le mystérieux fondateur, R.M. Sutton, pour discuter de la transition. Ce que Jacob ignorait, c'est que Rebecca assistait à cette réunion du conseil d'administration, mais la présidait en sa qualité de nouvelle PDG, tout en y participant simultanément par visioconférence sous l'identité de Sutton. Thomas avait mis en place une technologie de manipulation vidéo sophistiquée qui lui permettait d'apparaître sous 2 identités différentes lors d'une même réunion, sans que les membres du conseil d'administration ne se doutent qu'ils s'adressaient à la même personne. « La transition se déroule sans accroc », déclara Rebecca de sa voix habituelle depuis son fauteuil de PDG, mais son modulateur vocal diffusa par les haut-parleurs la voix grave et masculine de Sutton. « Le docteur Morrison a même dépassé mes espérances. Vanguard est entre d'excellentes mains. » Les membres du conseil acquiescèrent, soulagés de constater que leur mystérieux fondateur et leur nouveau PDG, plus visible, semblaient sur la même longueur d'onde. Ils ignoraient que cette harmonie était garantie dès lors qu'il s'agissait de la même personne. « Il y a une question qui requiert une attention immédiate, » poursuivit Rebecca d'une voix normale, tout en faisant glisser des documents sur la table de conférence. « Notre équipe d'audit a relevé plusieurs problèmes concernant les performances du personnel et des irrégularités dans les notes de frais. Je recommande que nous traitions ces questions immédiatement afin d'instaurer une culture de responsabilité sous la nouvelle direction. » Gerald Patterson a examiné les documents, mais ses yeux se sont écarquillés en voyant les noms. Jacob Morrison, directeur marketing senior, et Amanda Pierce, assistante de direction. Les documents contenaient des notes de frais accablantes, gonflées de dépenses personnelles, des évaluations de performance ne reflétant pas les résultats réels, et des preuves d'une relation amoureuse entre un supérieur et un subordonné, en violation du règlement intérieur.
Ce sont des infractions graves, a déclaré Caroline West, membre du conseil d'administration. Mais elle était une ancienne procureure fédérale qui avait rejoint le conseil d'administration de Vanguard il y a 2 ans. Son licenciement est justifié, mais sommes-nous certains des preuves? Absolument certains, a affirmé Rebecca. Elle avait pourtant passé 60 jours à s'assurer que chaque allégation soit documentée et irréfutable. Monsieur Morrison est en deçà de ses performances depuis 3 ans. Ses campagnes marketing n'ont jamais atteint leurs objectifs en matière d'engagement, et son service affiche le taux de rotation du personnel le plus élevé de l'entreprise. Madame Pierce a soumis des notes de frais incluant des achats personnels totalisant 47 000 $ sur 18 mois, en prétendant qu'ils étaient professionnels, alors que les justificatifs prouvent le contraire. Ce que Rebecca a omis de mentionner, c'est que la fraude aux notes de frais d'Amanda avait été financée en partie grâce à la complicité de Jacob. Il avait approuvé des rapports qu'il aurait dû remettre en question, mais il avait fait preuve de négligence ou de complicité, et dans les 2 cas, cela justifiait un licenciement. Je propose que nous licencions les 2 employés avec effet immédiat, a déclaré Gérald, mais il suivait simplement le scénario préparé par Rebecca, sans indemnité de départ puisque le licenciement était pour faute grave. Le vote fut unanime, mais Rebecca s'abstint par principe. Elle ne pouvait voter pour le licenciement de son ex-mari sans révéler leur lien de parenté. Elle avait donc fait en sorte que le conseil d'administration dispose d'une majorité suffisante sans elle. La sécurité s'occupera des licenciements demain matin à 9 h, déclara Rebecca. Sa voix restait calme malgré l'importance de ce qu'elle venait d'orchestrer. Je veux que cela soit traité avec professionnalisme mais fermeté. Les 2 employés seront immédiatement escortés hors du bâtiment et leurs accès seront révoqués. Après la réunion, Thomas se présenta à son bureau, mais son expression exprimait à la fois de l'admiration et de l'inquiétude. « Tu fais vraiment ça? » « Oui, vraiment, » confirma Rebecca. Mais elle ressentait un étrange vide plutôt que du triomphe. « Il n'y a pas de retour en arrière possible, » prévint Thomas. Mais il lui laissait une dernière chance de se raviser. Une fois qu'ils seront licenciés demain, Jacob saura que tu as tout orchestré. Il sera furieux. Il ripostera. Il tentera de te nuire. Qu'il essaie, dit Rebecca. Mais sa détermination était inébranlable. Tout ce que nous avons fait était légal et justifié. Il peut être aussi furieux qu'il le souhaite, mais il ne peut rien changer au fait qu'il m'a trahi et qu'il a ensuite découvert qu'il vivait dans une maison que j'avais construite. Mercredi matin, à 8h45, Rebecca observait sur ses écrans les agents de sécurité s'approcher du bureau de Jacob. Elle avait positionné des caméras pour filmer toute la scène sans être présente. Jacob était au téléphone avec un client potentiel lorsque l'on a frappé à sa porte, mais son visage est passé de la concentration à la confusion lorsque 2 agents de sécurité sont entrés, accompagnés de la directrice des ressources humaines, Michelle Torres. « Morrison, je vous prie de raccrocher, » dit Michelle d'un ton professionnel mais ferme. « Nous devons vous parler immédiatement. » Jacob raccrocha, l'air méfiant. « De quoi s'agit-il? » « Votre contrat de travail avec Vanguard Technologies est résilié avec effet immédiat, » annonça Michelle. Mais elle lisait un texte préparé par les RH sous la direction de Rebecca. Vous êtes licencié pour faute grave en raison d'insuffisance de performance persistante et d'irrégularité dans l'approbation des notes de frais. Vous avez 15 minutes pour récupérer vos effets personnels, mais vous devez quitter les locaux de l'entreprise immédiatement après. Jacob pâlit, mais son premier réflexe fut de nier. C'est inadmissible. Je travaille chez Vanguard depuis 7 ans. Vous ne pouvez pas me licencier sans préavis. Vos performances sont documentées depuis 3 ans, a déclaré Michel en lui tendant un dossier contenant les preuves. Plusieurs avertissements ont été émis, mais vos indicateurs ne se sont pas améliorés. De plus, vous avez approuvé des notes de frais pour votre assistante qui contenaient des frais frauduleux. Que vous ayez eu connaissance de la fraude ou que vous ayez fait preuve de négligence dans votre surveillance, les 2 situations constituent une violation du règlement intérieur de l'entreprise. C'est Rebecca, dit soudain Jacob. Mais la rage remplaçait la surprise. Elle est la nouvelle PDG et elle me licencie à cause du divorce. C'est une vengeance. Morrison n'a pas voté sur votre licenciement, a déclaré Michel. Mais cette affirmation était techniquement vraie, même si elle occultait le rôle de Rebecca dans la présentation du dossier au conseil d'administration.
Le conseil a voté à l'unanimité pour mettre fin à votre contrat de travail pour faute grave. Vous n'avez aucun recours légal. 2 étages plus bas, Amanda Pierce recevait une conversation identique, mais son licenciement était encore plus flagrant compte tenu de la fraude aux notes de frais. Elle a immédiatement fondu en larmes, mais le service de sécurité est resté impassible. « Vous faites une erreur », dit Amanda en sanglotant. Son désespoir était palpable. « Je n'ai rien fait de mal. Vous avez soumis des notes de frais frauduleuses pour un montant total de 47 000 $, répéta Michelle. Elle gérait les 2 licenciements simultanément avec des équipes de sécurité différentes. C'est du détournement de fonds, mademoiselle Pierce. Mais Vanguard a décidé de ne pas porter plainte si vous partez à l'amiable. Si vous contestez ce licenciement, nous ferons appel aux forces de l'ordre. La menace de poursuite judiciaire a mis fin à toute résistance. Mais les larmes d'Amanda se sont transformées en rage lorsqu'elle a réalisé que sa carrière et sa relation avec Jacob reposaient sur des fondations fragiles. À 9h30, Jacob et Amanda étaient tous deux dans le parking, mais leurs affaires personnelles étaient dans des cartons et leur badge d'accès avait été désactivé. Ils se retrouvèrent près de leur voiture, mais les retrouvailles n'avaient rien de romantique. « C'est de ta faute », siffla Amanda à Jacob, mais sa douceur si soigneusement cultivée avait disparu. Tu as dit que ta femme n'était personne, juste une riche héritière. Tu ne m'as pas dit qu'elle était en réalité une génie de l'informatique devenue PDG de ta boîte. Je ne savais pas, s'écria Jacob, complètement déboussolé. Elle ne m'a jamais rien dit. Comment aurais-je pu deviner qu'elle me cachait toute cette double vie? Eh bien, félicitations, dit Amanda avec amertume. Puis elle monta dans sa voiture, une BMW que Jacob l'avait aidé à financer avec son salaire désormais supprimé. Tu as quitté ta femme pour moi, tu as perdu ton travail à cause de ça, et maintenant tu n'as plus rien. Ni toi ni moi. Elle est partie sans se retourner, mais Jacob est resté seul dans le parking, essayant de comprendre l'enchaînement de conséquences qui avait détruit sa vie en 72 heures. À l'étage, Rebecca regardait les images de la caméra de surveillance, mais elle n'éprouvait aucune satisfaction. Elle s'attendait à se sentir vengée, forte, satisfaite que justice soit faite. Mais au lieu de cela, elle se sentait vide. Jacob était blessé, en colère et anéanti, mais elle l'avait aimé autrefois, et détruire quelqu'un qu'on aime. Même quelqu'un qui vous a trahi ne lui donnait pas l'impression d'avoir gagné. C'est fini, dit Thomas depuis l'embrasure de la porte de son bureau. Mais il pouvait voir son état émotionnel. Ça va? Je ne sais pas, admit Rebecca. Mais l'honnêteté semblait de mise maintenant que le spectacle était terminé. Je pensais que ce serait différent, mieux, mais je me sens juste vide. C'est sans doute sain, dit Thomas. Mais il s'assit en face d'elle. Tu n'es pas une personne cruelle, Rebecca. Mais tu as fait ce qu'il fallait. Jacob et Amanda ont fait des choix qui ont eu des conséquences. Tu as simplement fait en sorte que ces conséquences se produisent. Vraiment? Demanda Rebecca, mais elle remettait en question ses propres actions maintenant que l'instant était passé. Ou bien ai-je manipulé les événements pour maximiser leur souffrance? Il y a une différence entre laisser les conséquences se produire et les provoquer. Thomas y réfléchit, mais sa réponse fut mûrement réfléchie. Vous avez révélé la vérité. Vous avez cessé de dissimuler vos réussites. Vous avez appliqué des politiques d'entreprise qui protégeaient Vanguard des employés peu performants et malhonnêtes. Tout ce que vous avez fait était justifié. Le fait que Jacob ait été sanctionné pour sa trahison ne rend pas la sanction injuste. Au contraire, elle est à la fois juste et personnelle. La presse spécialisée s'est délectée de l'affaire. Mais l'histoire a pris une tournure inattendue. La nouvelle PDG de Vanguard licencie son ex-mari pour faute grave, titrait un article. Mais ce dernier laissait entendre que Rebecca affirmait son autorité en refusant toute médiocrité, même dans sa vie privée. Première semaine de Rebecca Morrison, grand ménage ou vengeance, s'interrogeait un autre. L'opinion était partagée entre ceux qui jugeaient ses actions justifiées et ceux qui estimaient qu'elle avait abusé de son pouvoir. Rebecca n'a accordé aucune interview concernant le licenciement de Jacob, mais a publié un bref communiqué par l'intermédiaire du service de communication de Vanguard. Les décisions relatives au personnel sont prises en fonction des performances et du comportement, et non des relations personnelles. Vanguard exige le plus haut niveau de qualité de tous ses employés, quelle que soit leur relation.
La déclaration, neutre et institutionnelle, a permis de détourner l'attention de ses motivations personnelles tout en confirmant que les licenciements étaient justifiés. Jacob, quant à lui, était accablé par les conséquences, mais refusait de se laisser faire. Il a engagé un avocat, un meilleur cette fois, mais a intenté une action en justice contre Vanguard pour licenciement abusif, affirmant que son renvoi était une mesure de représailles suite à son divorce avec Rebecca. La plainte réclamait 20 millions de dollars de dommages et intérêts, mais elle était sans fondement, car les preuves contre lui étaient accablantes. Nous allons anéantir son dossier lors de la phase de découverte des preuves. Catherine Valdez a informé Rebecca qu'elle la représentait désormais personnellement ainsi que Vanguard Corporate dans le cadre de ce litige. Ses évaluations de performance sont catastrophiques. Ses approbations de notes de frais frauduleuses d'Amanda sont documentées. Il n'a plus que son orgueil blessé. Combien de temps cela va-t-il prendre ? Demanda Rebecca, lasse de toute cette situation. Entre 6 mois et 1 an, estima Catherine. Mais elle restait confiante. Mais honnêtement, je m'attends à ce que son avocat lui conseille d'abandonner les poursuites une fois qu'ils auront pris connaissance de nos preuves. Aucun jury ne compatira avec un homme qui trompait sa femme tout en travaillant pour une entreprise, puis qui a été licencié pour des problèmes de performance légitimes après que sa femme soit devenue PDG. La prédiction s'est avérée exacte, mais pas avant que Jacob ne donne une interview désastreuse à un podcast business qui est devenu viral pour de mauvaises raisons. Rebecca Morrison est vindicative et manipulatrice, a déclaré Jacob dans le podcast. Mais son amertume était palpable. Elle jouait la femme d'un riche héritier tout en menant une carrière secrète dans la tech, puis elle a utilisé sa nouvelle position pour me détruire professionnellement parce que je l'avais quittée. C'est un abus de pouvoir. L'intervieweur insista. Mais n'aviez-vous pas une liaison avec votre assistante ? Et n'y avait-il pas des problèmes de performance documentés concernant votre travail ? Jacob bafouilla, tentant d'esquiver la question. Ma vie privée n'a rien à voir avec mon travail, et les problèmes de performance ont été exagérés. L'équipe de Rebecca a fabriqué de toutes pièces des preuves pour justifier mon licenciement. Le problème, c'est que l'équipe de Rebecca n'avait rien fabriqué. Quelques heures seulement après la diffusion du podcast, des journalistes spécialisés en technologie avaient obtenu ces évaluations de performance grâce à des sources chez Vanguard, et les documents confirmaient tout ce qu'avait affirmé l'équipe de Rebecca. Les allégations de Jacob Morrison démenties, les documents révèlent des années de sous-performance, titraient les articles suivants, mais le récit avait nettement basculé en sa défaveur. Sur Reddit. La discussion était brutale, mais libératrice pour Rebecca. Un homme trompe sa femme, découvre qu'elle est en réalité une génie de l'informatique devenue PDG de son entreprise, se fait licencier pour des raisons légitimes, puis l'accuse d'abus de pouvoir. Quelle audace! 143 000 votes positifs. Imaginez être tellement médiocre que votre femme doive vous embaucher en secret dans sa société, puis divorcer pour votre secrétaire et faire semblant d'être surpris de vous faire virer. 22 000 votes positifs. Rebecca Morrison est mon héroïne. Elle a bâti une entreprise de 5 000 milliards de dollars en secret, a soutenu la carrière de son mari pendant des années, a été trahie, et a malgré tout géré son licenciement dans les règles, avec des motifs justifiés. Ce n'est pas de la vengeance. C'est du professionnalisme. 31 000 votes positifs sur X. L'opinion publique s'était définitivement rangée du côté de Rebecca, mais elle n'y trouvait aucune satisfaction. Elle n'avait jamais souhaité être une personnalité publique, n'avait jamais recherché l'attention ni la validation d'inconnus. Mais désormais, elle était sous les feux des projecteurs. 3 mois après les licenciements, la plainte de Jacob fut discrètement abandonnée. Mais son avocat l'avait averti que persister ne ferait qu'accroître son humiliation publique et l'exposer à des frais de justice. Jacob ne fit aucune déclaration et disparut tout simplement du monde de la tech. Rebecca apprit par des connaissances communes qu'il avait déménagé à Portland, mais qu'il travaillait comme consultant en marketing pour des petites entreprises, une chute humiliante par rapport à son poste chez Vanguard. Amanda était retournée vivre dans sa ville natale en Ohio, mais sa carrière dans la tech était bel et bien terminée depuis son licenciement, car la fraude la poursuivait sans relâche. « Tu le regrettes parfois ?» demanda Jennifer lors d'un de leurs appels habituels, d'une voix douce et sans jugement. Rebecca réfléchit un instant, puis répondit sincèrement, « Je regrette que l'on en soit arrivé là. Je regrette que Jacob se soit révélé être quelqu'un qui m'a trahi.
Je regrette d'avoir passé 10 ans à cacher qui j'étais par peur de la discrimination. Mais regrette-je d'avoir licencié 2 employés peu performants qui fraudaient l'entreprise? Non. Regrette-je d'avoir révélé ma réussite à un homme qui m'a rabaissé? Non. Je regrette les circonstances qui ont rendu ces décisions nécessaires, mais pas les décisions elles-mêmes. C'est une perspective mature, dit Jennifer, mais son ton était empreint d'approbation. Tu ne prétends pas être vindicative, mais tu ne prétends pas non plus que tu n'y as pas pris plaisir. J'ai apprécié la justice, admit Rebecca, mais j'étais dans mon bureau avec vue sur Seattle au coucher du soleil. J'ai aimé voir quelqu'un subir les conséquences de ses actes. Mais je n'ai pas aimé la douleur. Ni la sienne, ni la mienne, ni toute cette histoire compliquée. La vengeance est censée procurer un certain soulagement, mais le plus souvent, elle donne juste l'impression d'en avoir fini. 2 ans plus tard, Rebecca Morrison faisait la une de Forbes avec le titre « La PDG toujours présente ». Mais l'article explorait son parcours atypique vers le leadership. Le portrait était équilibré. L'article relatait son doctorat à Stanford, sa décision de rester anonyme pendant des années pour éviter toute discrimination, son mandat réussi à la tête de Vanguard, mais aussi la controverse entourant le licenciement de son ex-mari. J'ai appris que la visibilité a ses avantages et ses inconvénients, a confié Rebecca au journaliste de Forbes. Mais son point de vue avait évolué. J'ai passé des années à me cacher, par peur d'être rejetée en tant que femme dans le secteur de la tech. Mais cette peur m'a coûté des pans entiers de ma vie personnelle. Je ne pouvais pas partager mes réussites avec mon mari, car j'étais trop préoccupée par la protection de mon anonymat. Avec le recul, peut-être que si j'avais été plus ouverte, les choses auraient été différentes. Pensez-vous que la discrimination que vous redoutiez était réelle ou imaginaire? A demandé l'intervieweur, et c'était une question pertinente. Les deux, répondit Rebecca, mais sa réponse était réfléchie. Les études montrent que les femmes PDG sont davantage scrutées, suscitent plus de scepticisme et sont soumises à des exigences plus élevées. Mais je m'en sers comme excuse pour éviter de prendre ce risque. D'autres femmes ont réussi publiquement dans le secteur technologique, Sheryl Sandberg, Susan Wojcicki, Safra Catz. Elles ont dû surmonter des obstacles que j'aurais dû affronter, mais elles ont persévéré. J'ai emprunté une voie différente, qui s'est avérée payante sur le plan professionnel, mais qui m'a coûté cher sur le plan personnel. Sous sa direction, Vanguard avait lancé 3 nouvelles gammes de produits et s'était diversifié dans les secteurs de la santé, de l'IA et de la modélisation climatique, en plus de l'informatique quantique. La capitalisation boursière de l'entreprise avait atteint 7200 milliards de dollars. Mais le leadership visible de Rebecca avait attiré des talents que l'anonymat de R.M. Sutton n'aurait jamais pu séduire. Les gens veulent travailler pour un leader qu'ils peuvent voir, lui avait dit Gerald Patterson lors d'une réunion stratégique. Mais il était devenu son conseiller le plus fidèle après avoir appris qu'elle était Sutton. Le mystère était intrigant, mais vous êtes une source d'inspiration. Il y a une différence. Rebecca avait fait don de 500 millions de dollars à des programmes soutenant les femmes dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, STEM, mais elle avait également créé des bourses d'études à Stanford spécifiquement destinées aux doctorantes en informatique. Elle était devenue une fervente défenseur de la transparence dans le leadership technologique, mais soutenait que le secteur devait créer les conditions permettant aux femmes de réussir sans se sentir obligées de se cacher. J'étais à la fois privilégiée et limitée par mes choix, a-t-elle déclaré lors d'une conférence TED devenue virale. Privilégiée car j'avais les ressources nécessaires pour créer une entreprise anonymement, mais limitée car je sentais que c'était indispensable. Nous devons créer un secteur où la prochaine Rebecca Morrison n'ait pas à se cacher, mais puisse bâtir son empire en y apposant son nom dès le premier jour. Quant à sa vie personnelle, Rebecca avait recommencé à fréquenter des hommes, mais avec prudence. Elle avait appris que les secrets, même bien intentionnés, nuisait à l'intimité. Mais elle avait aussi appris que son succès n'était pas quelque chose dont il fallait s'excuser ou qu'il fallait dissimuler. Je cherche quelqu'un qui célèbre mes réussites au lieu de s'en sentir menacée, confia-t-elle à Jennifer lors d'un rare week-end entre filles à Napa. Et si cette personne n'existe pas, je suis parfaitement heureuse de construire ma vie seule. J'ai appris que je n'ai besoin de personne pour me sentir complète. Je le suis déjà. Jennifer leva son verre de vin en signe de trinque, mais son sourire était empreint de fierté. À la femme qui a toujours été là,
mais que tous peuvent désormais voir. Rebecca posa son verre sur celui de Jennifer, mais son reflet dans le vin semblait scintiller de toutes les facettes de sa personnalité. L'étudiante de Stanford apeurée, la fondatrice anonyme, l'épouse trahie, la PDG vindicative, mais finalement, une femme qui avait bâti quelque chose de remarquable et qui en revendiquait enfin le mérite. Mais Rebecca, elle, avait dépassé le récit que les autres avaient construit sur sa vie. Désormais, elle se concentrait sur l'avenir de Vanguard plutôt que de ressasser son passé. L'entreprise, qui avait été son secret, était devenue son héritage public, mais cette transformation, d'inconnue à dirigeante visible, avait été douloureuse, nécessaire, et au final, libératrice. Elle avait appris que le pouvoir caché est un pouvoir diminué, mais que la révélation comporte des risques et que les risques sont source de croissance. Elle avait appris que la vengeance, même justifiée, procure finalement moins de satisfaction que de vivre pleinement et ouvertement. Elle avait appris que la femme qu'elle avait été, brillante mais craintive, capable mais dissimulée, était devenue plus forte précisément parce qu'elle avait cessé de se cacher. Et parfois, tard le soir, dans son bureau surplombant la ville qu'elle avait contribué à transformer grâce à la technologie, Rebecca pensait à Jacob et se demandait s'il avait tiré des leçons de leur histoire. Elle espérait que oui, mais aussi qu'il avait trouvé une certaine paix à Portland, avec ses petits clients en consulting et ses ambitions revues à la baisse. Elle ne le haïssait plus. La haine lui demandait plus d'énergie qu'il n'en méritait. Mais elle s'était réfugiée dans l'indifférence, ce qui était peut-être la forme la plus authentique de tourner la page. Les papiers du divorce qu'il lui avait remis lors de ce gala d'entreprise 2 ans auparavant étaient encadrés dans son bureau, non pas comme un trophée, mais comme un rappel que les pires moments de notre vie deviennent souvent les catalyseurs de nos plus grandes transformations, à condition toutefois d'avoir le courage de cesser de se cacher et de commencer à construire au grand jour. Rebecca Morrison avait bâti un empire dans l'ombre, mais elle le maintenait au grand jour, et cela rendait tout meilleur.